Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. Non, tu y vas-tu ou tu veux que j'y aille? Vas-y donc, j'ai pas dormi de la nuit. Tout va bien aller. Logisco, On appelle ta mère. plus de 6 000 appartements à Québec. Nous sommes le mardi 25 février. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à la une. Mathieu Bellumeur au microphone, merci d'être des nôtres en ce matin du mardi 25 février. J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce matin. Alors, avez-vous passé la soirée sur le bout de votre divan avec popcorn à la main pour écouter le débat des candidats à la chefferie du Parti libéral du Canada? Peut-être pas. Peut-être que oui. Je ne sais pas si vous avez apprécié le français des candidats. C'était quand même un test pour le français de ces candidats dans un débat comme ça. Est-ce que... Et le ton posé, surtout. Et le ton est très cordial, effectivement. Mais si vous ne l'avez pas écouté, ne vous en faites pas. On est là pour vous informer de ce qui s'est dit. Vincent Maisonneuve sera avec nous un peu plus tard à l'émission pour justement présenter des extraits de ces débats. Mais c'est vrai que ça a été assez consensuel. Quelques divergences ici et là. Mais bref, on va vous résumer ça dans les prochaines minutes. Il y en a un autre débat, par ailleurs. Cette fois, ce sera le débat en anglais. Donc, c'était je sais pas la première fois, mais c'était en tout cas un élément de ce débat. Aucun des candidats ne débattait dans sa langue maternelle. Donc, il y avait un défi supplémentaire certainement là pour les candidats et candidates à la direction du Parti libéral du Canada. Sinon, Donald Trump a confirmé qu'il allait de l'avant avec des tarifs, l'imposition de tarifs, veut également la réalisation du pipeline Keystone XL, l'a dit hier dans une publication publiée sur son réseau social Truth Social. Jean-Philippe Robillard va nous donner les derniers développements dans ce dossier-là. Tout de suite, je parle avec Olivier Pellerin de Sport. Bonjour Olivier. Bonjour. On va commencer en parlant de Gabriel Diallo qui s'est fait montrer la sortie dès le premier tour à Acapulco. Oui, ça a été une courte sortie pour Diallo hier. Il affrontait l'Américain Tommy Paul hier et ça a été tout un défi. 10e rang mondial pour Tommy Paul et ça s'est terminé sèchement dès le premier tour dans un match qui a été remporté en 2 manches identiques de 6-2. Tommy Paul qui est excellent au retour de service, qui a dompté la bête. On sait que Gabriel Diallo, c'est un grand joueur de tennis qui est très bon à la ligne de service. Et hier, malheureusement pour lui, ça n'a pas fait le poids contre Paul. Et surtout, il s'est offert 5 balles de bris durant la rencontre, Gabriel Diallo, et malheureusement n'a pas été capable de concrétiser. Donc, un petit manque d'opportunisme qui a coûté cher dans un match comme celui d'hier. Et donc, élimination hâtive pour lui. On surveillera l'entrée en scène, donc toujours à Acapulco, de Denis Shapovalov, qui affrontera un autre Américain, Nishesh Basavaredi, issu des qualifications, jeune joueur américain, 19 ans, donc match qui aura lieu un peu plus tard ce soir. Et il faudra aussi surveiller Félix Auger-Aliassime, qui lui affrontera Alexander Bublik. C'est à Dubaï, c'est dans quelques minutes, ce sera ce matin. Donc entrée en scène pour lui de ce côté, puis on lui souhaite de connaître autant de succès en ce début de saison. Déjà 2 titres en poche pour Félix Auger-Aliassime, ça va plutôt bien. Donc espérons qu'il pourrait faire une longue route à nouveau à ce tournoi. Parlons de hockey dans la Ligue nationale. La date limite des transactions approche, donc on peut s'attendre à voir des joueurs bouger, être transférés d'une équipe à l'autre dans les prochains jours. Exactement. Donc, date limite des transactions, le 7 mars à 15h. On devra avoir complété les emplettes dans cette vente de garage du printemps, si je peux dire. Les équipes qui voudront peut-être parfaire leur formation à l'approche des séries éliminatoires. Il y a d'autres équipes qui seront peut-être plus dans la course et qui mettront des joueurs en vitrine d'ici la fin de la saison. Hier, il y a eu une transaction, justement, les Ducks d'Anaheim qui ont mis la main sur le gardien Ville Husso des Red Wings de Détroit en échange de considérations futures. Donc, pas une grande transaction, mais ceci dit, ça met la table. On sent tranquillement que les équipes vont commencer à prendre le téléphone davantage et à concrétiser probablement des discussions qu'ils ont depuis peut-être quelques semaines avec d'autres directeurs généraux. Et c'est vrai que là, on approche des séries éliminatoires. Lorsqu'on regarde le classement, on peut parler du Canadien qui sera en action ce soir face aux Hurricanes de la Caroline.
le Canadien qui est toujours à 5 points d'une place en séries éliminatoires. Donc, ce sera intéressant de voir aussi ce que Kent Hughes et Jeff Gorton feront. Ils ont beaucoup parlé de ce noyau qu'ils veulent conserver, de cet équilibre entre la jeunesse et les vétérans qui sont au sein de l'équipe. Beaucoup ont parlé du défenseur David Savard. On se demande s'il terminera la saison avec le Canadien. D'autres joueurs comme Yoel Armia, entre autres, est-ce qu'ils demeureront avec l'équipe ou pas? Les 10 prochains jours nous donneront les réponses, mais c'est vrai qu'on devra regarder justement le classement pour voir qui sera vendeur et qui sera acheteur d'ici le 7 mars à 15h. Donc, je l'ai dit, match ce soir pour le Canadien face aux Hurricanes de la Caroline et match aussi ce soir pour la victoire de Montréal à la Place Belle, à Laval, face au Sceptre de Toronto. Des parcours assez différents. Toronto qui a très mal commencé sa saison, mais qui va très bien par les temps qui courent. 6 victoires consécutives et est en train de poursuivre ça à Laval aujourd'hui contre la victoire de Montréal qui a été frappée par les blessures, aussi un virus qui a couru dans le vestiaire. Elles ont perdu leurs 2 derniers matchs. Dans des déconvenus, là, on a vu pas un style de jeu, mais des erreurs dans le jeu de la victoire de Montréal qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. En panne sèche aussi en production offensive. Ce sera intéressant de voir là, ce qu'on pourra faire ce soir. Erin Ambrose était de retour à l'entraînement hier, sorte de général à la défense de la victoire. Donc, si elle est de la formation ce soir, ça pourrait certainement aider la formation de Corey Chevrier. 2 gros matchs de hockey ce soir. Oui. Donc, merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Véronique Méran, bonjour. Bonjour, Mathieu. C'est doux ce matin, encore une fois, mais quand même, dans le nord, plus au nord, dans les Laurentides, il y a eu quand même pas mal de neige. Une dizaine de centimètres de neige, en tout cas du côté de Saint-Sauveur. Donc, ça varie un peu, là, mais les accumulations au nord du fleuve, de l'ordre de 5 à 10 centimètres hier. Neige mouillée, évidemment, assez lourde. Au sud, on n'a pas eu connaissance de ça, avec ce mélange de pluie, de neige, même que les températures ont continué à grimper. Hier soir, on a atteint 6 degrés. Alors, ce fut la journée la plus douce là, depuis le début de l'année. On poursuit sur cette lancée. Ce matin, vraiment rien d'agressant. Si vous sortez, ça varie entre 1 à 5 degrés sur le sud du Québec. Alors, on maintient les températures autour de ça. C'est du 2 à 4 aujourd'hui. Plutôt nuageux. Oui, il y aura quelques petites averses, mais rien de trop important comme précipitation. Une petite bruine, petite neige fondante par endroits. Pas grand-chose. La nuit prochaine, ça reste tout près du point de congélation, légèrement en dessous dans les Laurentides. Il peut y avoir un petit peu de bruine verglaçante par endroits, 0-2 degrés en général. Demain, on aura une possibilité de flocons mouillés le matin et par la suite, c'est un ciel qui va devenir un mélange soleil-nuage. Donc, on verra peut-être un petit peu plus de lumière demain en termes de soleil avec des vents de l'ouest qui seront un petit peu plus présents parce qu'aujourd'hui, vent assez léger. 1 à 3 degrés toujours. Et jeudi, c'est le prochain système qui va nous toucher. Alors, à partir de jeudi midi jusqu'à vendredi matin, 5 à 10, neige mouillée. On n'aura peut-être pas l'impression d'un 5 à 10 au sol, mais quand même, c'est le passage de cette perturbation-là. Du côté de l'Abitibi, c'est tranquille aussi. Les nuages vont continuer de dominer. Moins 5 aujourd'hui. Les températures seront à la baisse la nuit prochaine. Il y aura plus de soleil demain. Tout l'est du Québec, incluant le Saguenay, le lac Saint-Jean, c'est plutôt nuageux, doux. Il y a un peu de brouillard, précipitations fondantes. Les vents sont encore là. Ça va diminuer en après-midi. 2 à 4 degrés pour le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, 6 en Gaspésie, 4 sur la Côte-Nord. Tout le territoire ontarien est sous le couvert nuageux aussi. Un peu de brouillard, des températures douces, 6-7 degrés Toronto-Windsor, 5 à Ottawa cet après-midi. Un peu de bruine par endroit. La grande douceur se poursuit dans l'ouest également, avec des températures de 6 à 9 degrés du côté de l'Alberta. Ciel variable, c'est vraiment le printemps de ce côté-là. 11 à Vancouver, la pluie devrait cesser en mi-journée. Les vents forts vont diminuer aussi. On avait cet avertissement en vigueur là, jusqu'en début de matinée ce matin en ce qui a trait au vent violent. Pour ce qui est de Regina, Winnipeg, les nuages sont plus présents, oui, mais les températures légèrement au-dessus du point de congélation, donc de la douceur là également. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Je le disais à la blague au début de l'émission, avez-vous suivi ça sur le bout de votre siège avec votre popcorn? C'est pas nécessairement les débats qui sont les plus enlevants. Ce sont des candidats qui veulent diriger un même parti. Il y a des divergences entre certains de ces candidates, mais au final, alors qu'il y a
probablement des élections au printemps, c'était peut-être pas le moment de s'entre-déchirer sur la place publique. Il y avait l'épreuve du français. C'était pas la langue, ce n'est pas la langue maternelle de aucun candidate à la chefferie du Parti libéral du Canada. Certainement un élément qui a été surveillé par les analystes. Ça s'est passé hier soir à Montréal. Vincent Maisonneuve est avec nous pour nous en parler. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors bon, quelques désaccords, dans l'essentiel, je le disais, très courtois. Parmi les sujets qui ont retenu l'attention, évidemment, les relations avec les États-Unis et le président Trump, l'économie, le déficit également du gouvernement fédéral. Donc, ça a permis aux Canadiens puis aux membres du Parti libéral de mesurer aussi l'aisance des candidats en français. Et je vous dirais objectivement, c'est Mark Carney, celui que l'on voit en tête dans cette course, qui aura le plus de travail à faire au niveau du français. Mark Carney a choisi des mots qui résonnent dans le subconscient collectif des Québécois en utilisant à quelques reprises un des slogans les plus populaires, les plus marquants de l'histoire québécoise, le fameux « maître chez nous » des libéraux de Jean Lesage au début des années 60, lorsqu'il a été question des États-Unis et du Canada. Mais des quatre, c'est lui qui paraissait le moins à l'aise dans la langue de Molière, ce qui nous a donné droit à un lapsus lorsqu'il a été question du Moyen-Orient. Mark Carney a trébuché en parlant du Hamas. Nous sommes d'accord avec Hamas, nous sommes d'accord avec tous... Nous ne sommes pas d'accord avec Hamas, mais concernant Hamas. Contre Hamas. Et pour une solution à 2 États. Oui, on l'a senti trébucher, aidé par Chrystia Freeland, donc pour se reprendre. Quand on parlait de courtoisie. Oui, quand on parlait de courtoisie, effectivement. Les conservateurs, ceci dit, évidemment, n'ont pas tardé à récupérer ce lapsus à leur avantage. Oui, le conservateur Pierre Paulus qui a immédiatement publié un message sur les réseaux sociaux affirmant « N'est-il pas important qu'un premier ministre puisse communiquer clairement que le Canada n'est pas d'accord avec le Hamas? » Apparemment, Mark Carney n'est pas capable. Mark Carney et, je dirais, les candidats aussi ne s'attaquaient pas tant entre eux, mais Pierre Poilievre a été une cible durant cette soirée. Oui, une stratégie assez claire pour Mark Carney. Pierre Poilievre et Donald Trump partagent plus de points en commun. On écoute Mark Carney. M. Poilievre, il essaie de diviser notre population. M. Poilievre, il est un homme qui vénère M. Trump. Il ne peut pas négocier avec lui. En parlant de négociations, Chrystia Freeland a répété avoir l'expérience des négociations tendues avec le président américain. L'ancienne ministre libérale qui a rappelé aux téléspectateurs que c'est elle qui a tenu tête à Donald Trump durant son premier mandat et même si la menace est encore plus grave aujourd'hui, elle est, selon elle, la personne toute désignée pour l'affronter. Je l'ai déjà fait. J'ai négocié avec M. Trump concernant l'ALENA. Et en bout de ligne, on a réussi à en avoir un meilleur accord. Je vous dirais que le candidat le moins connu des quatre est le Montréalais Frank Bellis, lui qui dit qu'il n'a pas l'intention, quand on parle de Donald Trump, il n'a pas l'intention de se laisser intimider par les tactiques du président américain. La première chose, c'est que je n'irai pas le voir. Non, c'est vrai. J'enverrai une délégation pour faire des discussions, mais je ne me mettrai pas dans une position où il peut démontrer une capacité d'être plus haut que moi. Plusieurs personnes ce matin lui donnent le titre pour la meilleure maîtrise du français à M. Bellis durant effectivement ce débat. Sur la question des finances publiques, Mark Carney croit qu'il peut équilibrer le budget en seulement 3 ans. Oui, et ce, sans sabrer dans les programmes comme celui des garderies ou de l'assurance dentaire, sans diminuer les transferts aux provinces, tout en réduisant les charges pour les Canadiens de la classe moyenne. Ce qui a fait réagir Karina Gould, l'ancienne ministre, a mis de l'avant des positions beaucoup plus à gauche, il faut le dire, que ses adversaires. De penser qu'on peut le faire dans 3 ans, je ne crois pas que c'est vraiment réaliste. Et dans un moment où notre économie face les menaces extrêmes des États-Unis, on doit avoir la décision d'investir dans nos personnes, dans nos peuples, dans nos entreprises pour les protéger contre les États-Unis. Ça, c'était pour le débat en français. Oui. Deuxième débat, mais en anglais, ce soir. Il risque d'y avoir un peu plus d'échanges. Les 4 vont être sans doute beaucoup plus à l'aise. On ressortira le popcorn. D'accord. OK, merci Vincent. Bonne journée.
Je retrouve Mario De Ciccio dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Mario. Oui, bonjour. Commençons en parlant de ce qui fait la une du quotidien La Presse de ce matin, l'état des infrastructures de l'eau qui freine la construction d'habitations dans plusieurs municipalités au Québec. Oui, écoutez, on parle dans ce dossier-là fort intéressant de La Presse Plus, de municipalités comme Lévis, Sherbrooke, Carignan, Chelsea, Longueuil, Saint-Lin-Laurentide. Bref, on fait un bon tour du Québec. Des problèmes d'infrastructures vieillissantes ou insuffisantes qui, pour soutenir la croissance démographique, parce que dans le fond, dans certains cas, comme à Trois-Rivières, c'est l'exemple principal de ce texte-là, c'est la capacité de traitement des eaux usées qui est en cause. Donc, il y a un moratoire sur plus de construction. Dans d'autres villes, par exemple, à Saint-Lin-Laurentide, c'est l'approvisionnement en eau potable qui est insuffisant. C'est une épée de Damoclès, selon la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui vit aussi avec ces problèmes-là. Même son cloche du côté des promoteurs immobiliers. Là-dessus, il y a l'Union des municipalités du Québec qui veut un allègement de certaines réglementations, surtout en crise du logement comme ça. La plupart des élus municipaux à qui la presse parlait veulent trouver des solutions pour régler, parce que ça freine vraiment les solutions qu'ils offrent de croissance démographique pour régler cette pénurie de logements-là un peu partout au Québec. Dans le Devoir de ce matin, les enseignants québécois ont été 2 fois plus nombreux à quitter dans les 10 dernières années. Oui, en 2013-2014, il y en avait 2137 qui sont partis, alors qu'en 2022-2023, 4519. Les causes des départs sont multiples. Départs à la retraite, d'autres démissions. Par exemple, on dit dans le texte qu'ils sont encore mal documentés au Québec. Le problème, c'est que beaucoup de centres des services scolaires ne font tout simplement pas d'entrevue de départ. Et ça, c'est à cause d'un manque. En fait, il y a eu un gel d'embauche récemment et ce manque de personnel-là, un gel d'embauche dans les ressources humaines, et ce manque de personnel-là leur empêche de faire justement ces entrevues de départ pour bien comprendre qu'est-ce qui fait qu'autant de professeurs partent. Le ministère veut justement qu'on reprenne plus de ces entrevues de départ pour mieux comprendre les motifs des démissions. Il y a eu cette rencontre hier à la Maison-Blanche entre Emmanuel Macron, le président français, et le président américain Donald Trump à Washington. Ça retient l'attention, bien sûr, des médias français, mais un peu partout dans le monde. Oui, un peu partout dans le monde. Des retrouvailles viriles à la Maison-Blanche, titre Le Parisien. On parle dans les autres médias aussi de la camaraderie entre les deux présidents. Emmanuel Macron et Donald Trump ont affiché une apparente camaraderie, mais bien sûr, il y a des divergences. Elles sont surtout apparues quand Trump a minimisé l'implication européenne en Ukraine, par exemple, ou quand Macron a insisté sur la nécessité de garanties de sécurité pour l'Ukraine et a rejeté toute forme de capitulation face à la Russie. Des textes à lire dans pas mal tous les médias ce matin, là, un bras de fer sur fond de camaraderie, titre La Presse Plus. L'hiver canadien qui attire le crime organisé. Oui, c'est un texte dans le National Post qui décrit un phénomène croissant de gangs de cambriolage organisé qui viennent principalement d'Amérique latine et d'Europe de l'Est pour se rendre au Canada chaque hiver quand il fait un peu plus noir pendant les soirées et pour commettre des cambriolages. C'est un problème qu'on remarque. Les autorités de York, près de Toronto, ont récemment arrêté 20 personnes liées à 6 groupes criminels. Donc, c'est un enjeu qu'on retrouve dans le National Post ce matin. Merci beaucoup, Mario. Merci. Au revoir. Jean-Philippe Robillard, à cette heure-ci, se joint à nous. Il vient de faire son entrée en studio. Bonjour, Jean-Philippe. Voilà. Bonjour, Mathieu. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Merci. On va se parler ensemble de Donald Trump qui veut ressusciter le projet Keystone XL. Ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas parlé de ce projet-là. Effectivement. Porté par l'entreprise canadienne TC Energy. Le président américain veut redémarrer les travaux de construction de cet oléoduc, donc entre le Canada et les États-Unis. C'est ce qu'il a annoncé sur son réseau Truth Social. C'est un projet qui avait été abandonné par Joe Biden. Oui, et qui avait été aussi mis de côté, Mathieu, annulé
annulé une première fois par Barack Obama parce que c'est un projet qui était jugé trop polluant. Mais quand Donald Trump a pris le pouvoir la première fois, là, en 2017, là, pour son premier mandat, c'est là qu'il a relancé le projet Keystone XL. C'est un projet, vous l'avez dit, donc, que Joe Biden, lui, a annulé. C'était d'ailleurs une de ses promesses pendant les élections, qu'il a annulé dans la foulée de son plan de lutte contre les changements climatiques. Et à l'époque, ça avait déçu le premier ministre Justin Trudeau, qui s'était engagé à mener à terme Keystone XL et d'autres projets oléoducs là, pour transporter le pétrole de l'Ouest canadien de l'Alberta. Et donc, Donald Trump revient à la charge. Oui, il a écrit, vous l'avez dit, sur son réseau social Truth Social hier, et je le cite, Donald Trump, « J'ai pensé aujourd'hui que la compagnie derrière le projet d'oléoduc Keystone XL, vicieusement, dit Donald Trump, abandonné par l'administration incompétente de M. Biden, devrait revenir en Amérique et le faire construire maintenant. » Il a aussi écrit « Le gouvernement Trump est différent, autorisation facile, démarrage presque immédiat. » C'est toujours ce qu'écrit Donald Trump. Donald Trump qui écrit également que si l'entreprise canadienne TC Energy n'est pas partante, une autre entreprise pourrait s'emparer du projet rapidement. Je disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas nécessairement entendu parler de Keystone XL. Rappelez-nous l'ampleur de ce projet-là. Oui, c'est un gros projet. C'était des gros travaux, Mathieu. Avec Keystone XL, on voulait, dans le fond, étendre l'oléoduc existant, qui est Keystone, pour lui permettre de transporter des hydrocarbures depuis la province de l'Alberta vers plusieurs grandes villes américaines aux États-Unis. C'est un projet qui était soutenu par Ottawa, par le gouvernement Trudeau, mais qui était très critiqué par les environnementalistes. Alors, il faudra voir aujourd'hui comment va réagir le premier ministre Trudeau, le gouvernement fédéral, à cette décision donc de Donald Trump, qui survient à un moment, on le sait, où il y a beaucoup de tensions entre le Canada et les États-Unis. Là. Beaucoup de tensions, parlons de tensions commerciales, justement, entre le Canada et les États-Unis, parce que Donald Trump a aussi réitéré hier, en fin de journée, son intention d'imposer d'autres tarifs douaniers aux produits canadiens. Oui, comme il a répété qu'il voulait faire du Canada le 51e État américain. Oui, le président américain, donc, qui a répété hier qu'il allait mettre en place, comme prévu, ça, Mathieu, c'est dès la semaine prochaine, le 4 mars, des droits de douane sur les produits du Canada et du Mexique. Donald Trump, donc, qui maintient, donc, il va imposer des tarifs de 25 % sur toutes les importations canadiennes, sauf pour l'énergie, qui, elle, aura une surtaxe de 10 %. Et tout ça, même si le gouvernement Trudeau a annoncé, Mathieu, toute une série de mesures, a mis l'épaule à la roue pour rendre sa frontière plus sécuritaire, pour répondre aux préoccupations de l'administration Trump. Au départ, là, je vous rappelle que ces nouveaux tarifs, ça devait entrer en vigueur le 3 février, mais c'était repoussé au 4 mars. Et il semble que cette fois-ci, eh bien, ça soit la bonne. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors, ce qu'on va surveiller, entre autres, dans l'actualité aujourd'hui, on va voir l'état de santé du pape, à quel point ça évolue. Je vous rappelle que notre collègue Manon Globensky est à Rome, donc on va surveiller ça. Il y aura évidemment débat du Parti libéral, des candidats à la chefferie du Parti libéral du Canada. Cette fois, c'est le débat en anglais. Ça aura lieu effectivement à Montréal un peu plus tard aujourd'hui. C'est entre autres ce que l'on va surveiller. Sinon, je vous retrouve dans nos radiojournaux tout au long de la matinée. Vos équipes du matin vont d'ailleurs prendre le relais dans les prochaines secondes. Si vous voulez nous écrire à la une @radio-canada.ca. Voilà, bon mardi, bonne journée. Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. Oh, tu y vas-tu ou tu veux que j'y aille? Vas-y donc, j'ai pas dormi de la nuit. Tout va bien aller. Logisco. On appelle ta mère. Plus de 6 000 appartements à Québec.